On aimerait tous pouvoir visiter d'autres planètes. C'est le thème de ce court-métrage qui m'avait fasciné. Pouvoir admirer un coucher de soleil sur Mars, contempler les anneaux de Saturne ou encore m'envoler depuis une montagne lunaire en apesanteur. Avec la volonté d'Elon Musk d'installer une colonie sur Mars d'ici 2032, c'est relancer l'idée qu'un jour, nous puissions vivre et voyager ailleurs que sur Terre. Aujourd'hui, je vous propose donc un exercice de pensée et de science. Qu'est-ce qu'il faudrait pour rendre chacune des planètes du système solaire habitable ? Et on commence par Mercure. Comment vivre sur la planète la plus proche du Soleil ? Dans le ciel de Mercure, le Soleil ressemblerait à ça. 3 fois plus gros et 7 fois plus brillant que sur Terre. On pourrait penser que ça donne une température infernale, mais en réalité, il y fait plutôt froid. Enfin, dans certaines zones. En plein soleil, on monte à du 430 degrés, de quoi faire fondre une batterie au plomb instantanément. Ceci dit, Mercure n'a pas d'atmosphère réelle, du coup, la chaleur n'est pas retenue. Ce qui fait que, à l'ombre, dans les nombreux cratères d'astéroïdes de la planète, la température est juste glaciale, moins 180 degrés. D'immenses cratères qui contiennent d'ailleurs de l'eau gelée, de la glace juste à côté du Soleil, 1000 milliards de tonnes, presque l'équivalent du lac Nicaragua. Alors, comment commencer la colonisation de Mercure ? D'abord, on trouve le cratère idéal et on l'enferme sous une voûte épaisse pour le protéger du vide spatial. Les panneaux solaires étant 10 fois plus efficaces que sur Terre, si on en met autour du cratère, on aurait une énergie quasi illimitée. Grâce à des réfléchisseurs, on ferait entrer un peu de lumière du jour, en l'atténuant un peu bien sûr, ce qui permettrait la photosynthèse jusqu'au fond du cratère. Imaginez vivre dans cette cuve avec un lac, une forêt et une grande ville sans pollution. Alors évidemment, si le toit du dôme est percé par un caillou venu de l'espace, ça sera un carnage. Froid glacial et violente décompression, tout sera aspiré. Voilà pourquoi un autre scénario est possible. Il a été proposé par l'écrivain Kim Stanley Robinson, une ville mobile posée sur un chemin de fer, voyageant autour de la planète de sorte à ne jamais être en plein jour. Toujours dans un crépuscule éternel quand la température est idéale. Un peu risqué par contre d'avoir une panne sur ces 15 000 km de rails. Vénus. Comment vivre sur la planète la plus chaude du système solaire ? Vénus est souvent comparée à la Terre par sa taille et sa gravité quasi similaires. Son atmosphère est même densément composée d'atomes d'oxygène. Dans le passé, elle aurait même pu abriter la vie. Malheureusement, à cet oxygène s'est ajouté un atome de carbone pour former du CO2. Et le CO2, il y en a beaucoup. 96% de l'atmosphère. Avec une pression atmosphérique 92 fois plus forte que sur Terre. Marcher sur Vénus, c'est comme être 900 mètres sous l'eau, de quoi déjà broyer un sous-marin. Vous vous en doutez, avec autant de gaz à effet de serre, ça chauffe. Ça chauffe beaucoup. 462 degrés Celsius, tu poses une merguez au sol, elle est cramée direct. Ajoute à ça qu'une journée dure 58 jours, balayée de violentes tempêtes d'acide sulfurique bouillant, soufflées par des vents de 400 km/h dans un orage permanent. Les seuls qui ont réussi à atterrir sur cette planète, c'est les Russes. Les sondes qu'ils ont envoyées n'ont duré que quelques minutes. Tuez-moi ! Comment pourrions-nous alors y vivre ? La NASA y a beaucoup pensé. Disons-le, poser les pieds à terre, c'est mort. Mais à 5500 mètres d'altitude, tout change. La température descend à 25 degrés, la pression est équivalente à celle qu'on aurait en montagne, et l'atmosphère filtre encore bien les radiations solaires. Techniquement, on pourrait s'y balader en tongs et t-shirt, juste besoin d'oxygène. C'est clairement l'écosystème qui se rapproche le plus de ce qu'on a sur Terre dans tout le système solaire. Et ça donne envie de s'y rendre. Voilà pourquoi la NASA a imaginé la création de stations dirigeables flottantes dans la haute atmosphère de Vénus. Ça serait facile, l'atmosphère de Vénus étant riche en gaz lourd, un simple ballon de 2000 mètres d'hélium pourrait supporter plus de 6 millions de tonnes, une petite ville. Après ok, ça fait flipper, tu voles juste au-dessus d'une mer bouillante d'acide sulfurique. Imagine que ta ville chute là-dedans, ça serait un scénario de film d'horreur. Mais faut voir le bon côté des choses. Cet acide serait récoltable afin de le décomposer chimiquement en oxygène, en eau et en engrais. Le plus grand danger serait paradoxalement une mine d'or. Mais est-ce qu'on pourrait un jour poser les pieds sur Vénus ? Plusieurs solutions ont été proposées, mais elles ont toutes de gros défauts. 1. Des micro-organismes mangeurs de CO2. Sympa, malheureusement, ils pourraient pas survivre dans les conditions vénusiennes. 2. Détourner un astéroïde de 700 mm de diamètre pour que l'impact projette le CO2 dans l'espace. C'est bourrin, et ça marcherait pas. Avec la gravité, le CO2 retomberait sur Vénus. 3. Bombarder la planète de calcium et magnésium pour piéger le CO2 dans la roche.
Cool, mais on parle de milliards de tonnes. Il y a une quatrième solution qui pourrait marcher, déployer d'immenses écrans solaires afin de bloquer la lumière du soleil et refroidir Vénus. Le CO2 formerait alors de la glace sèche qu'on pourrait soit enterrer, soit noyer. Et justement, comment recréer un océan sur Vénus ? Car oui, il y avait de l'eau sur Vénus, et ce que vous voyez c'est la carte de ces océans. Malheureusement, la chaleur les a fait s'évaporer et les vents solaires balayer dans l'espace profond. Il faut donc ramener de l'eau. Et la source la plus proche, c'est dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. S'y trouve une toute petite planète que vous connaissez peut-être pas, Cérès. Elle pourrait être constituée à 50% d'eau gelée, 1/5 de l'eau sur Terre, on pourrait en faire la lune de Vénus et abreuver la jeune planète terraformée en mer et en marée. À moins que Cérès soit plus utile pour Mars, comment rendre vivable la petite sœur de la Terre. Que ça soit au cinéma ou dans les jeux vidéo, Mars est systématiquement représenté comme le but ultime de l'humanité. La raison ? Sa position privilégiée dans la zone habitable du système solaire, une journée de 24 heures, 4 saisons et la présence d'eau gelée. Il y a 500 millions d'années, Mars était chaude et humide, avec peut-être la présence de vie. Malheureusement, c'est tout. Les défis à relever sont presque aussi titanesques que sur Vénus. 1. Une gravité trop faible, c'est marrant pour faire des sauts de cabri mais ça pose des problèmes osseux, ainsi que l'impossibilité de maintenir certains gaz dans l'atmosphère. 2. Un champ magnétique trop faible pour bloquer les vents solaires, des vents solaires cancérigènes qui balayent le peu d'atmosphère qui reste sur Mars. 3. Pas d'activité volcanique, donc pas de chaleur et pas de gaz relâché dans l'atmosphère, tout ce qui tombe au sol reste au sol. Corollaire de tout ça, 4. La pression atmosphérique est trop faible, sans atmosphère c'est presque le vide spatial. Et 5. Il fait froid, moins 63 degrés en moyenne, mais pas partout. Dans certaines cuvettes, à l'équateur, le CO2 s'accumule, le soleil tape fort et on peut monter à du 35 degrés. La sonde Rover a régulièrement enregistré des températures au-dessus de zéro en été. Le problème, c'est que l'hiver martien dure près de 6 mois et il est bien plus rigoureux que sur Terre. Malgré tout ça, oui, nous pourrions vivre sur Mars. Dans ce genre d'habitat, on céderait de l'aérogel de silice pour maintenir la chaleur et créer de petits espaces tropicaux où faire pousser nos légumes. Quant à l'eau, on est maintenant sûr qu'il y en a sur Mars, il suffirait d'aller le récupérer soit en creusant dans le sol, soit avec de grandes expéditions de robots sur les pôles glaciales de la planète. Le gros problème de Mars, c'est le manque d'énergie. Entre les tempêtes de sable et les hivers interminables, le solaire, c'est mort. Non, la seule option viable, c'est le nucléaire. Pas de grosses centrales à vapeur d'eau évidemment, mais des mini-centrales thermoélectriques au plutonium. Le seul petit souci de cette méthode, c'est les réticences humaines, la peur qu'inspire cette énergie. Voilà pourquoi on pourrait passer au niveau supérieur, faire en sorte d'avoir sur Mars les mêmes conditions que sur Terre. Alors, comment terraformer Mars ? Elon Musk a proposé plusieurs idées. Larguer des bombes thermonucléaires sur ses pôles afin de les faire fondre et dégager à la fois de l'eau et du CO2. Bon, mon cher Elon, c'est des conneries. Déjà, faudrait 180 000 bombes nucléaires, on n'a même pas 1/5 de ça sur Terre. Et même, ça serait insuffisant, il n'y a pas assez de CO2 sur Mars. Si toute la glace fondait, on n'aurait même pas 1,2% de la pression atmosphérique terrestre. Même tout le CO2 piégé dans la roche ne ferait monter ça qu'à 7%. Sur Mars, il faut donc injecter massivement des gaz à effet de serre comme l'ammoniac, le méthane ou des gaz fluorés. En gros, polluer comme des bâtards avec ce qu'il y a de plus toxique pour permettre de créer la vie. Problème, la faible gravité et les vents solaires vont balayer cette atmosphère. Après, c'est pas tant un souci que ça. C'est un processus très lent qu'on va en plus pouvoir contrer en mettant un aimant en orbite capable de dévier les vents solaires. Franchement, avec cette méthode et s'il y avait un peu plus de CO2 piégé dans les glaces, en même pas 100 ans c'était bouclé. Bon bah malheureusement c'est pas le cas. Le seul espoir, c'est qu'il existe sur Mars, endormis dans les profondeurs, des bactéries extraterrestres qui se seraient adaptées à cette situation et qui pourraient émettre massivement ces gaz. Autant vous dire que c'est peu probable qu'un jour Mars soit une planète vivable. Jupiter, Europe. Comment coloniser une planète aquatique ? Voici Jupiter, plus grande planète du système solaire. Malheureusement, impossible d'y poser les pieds, c'est 99% d'hydrogène et d'hélium.
C'est pas forcément un problème, comme on l'a vu avec Vénus, il suffirait de coloniser en haute altitude. Et c'est vrai que sur Jupiter, on peut trouver des petits 21 degrés bien au chaud. Malheureusement, la pression à ces endroits est 10 fois supérieure, les vents soufflent à 500 km/h, et l'attraction de Jupiter est si forte que vous serez irrémédiablement aspiré dans les profondeurs infernales de la planète. Il n'y a rien à faire sur une géante gazeuse, à moins qu'on s'intéresse aux lunes. Jupiter a 79 satellites, dont 4 lunes principales. Io, Callisto, Ganymède et Europe. Sur les 3 dernières, tout porte à croire qu'on y trouve sous la surface des océans d'eau liquide. On a même observé des jets de vapeur d'eau, preuve d'un volcanisme souterrain. La lune la plus intéressante est sans aucun doute Europe. Sous une croûte de 20 000 mètres de glace se cache probablement un océan de 150 000 mètres de profondeur. Il y aurait 2 fois plus d'eau sur Europe que sur Terre. Ajoute à ça que son atmosphère est exclusivement composée d'oxygène et que son volcanisme très actif permet d'éjecter chaleur et minéraux. Autant vous dire qu'on soupçonne la présence d'une vie organique, des extraterrestres à même pas 620 millions de kilomètres de nous. Problème, il fait froid. La gravité est ridicule et les radiations émises par Jupiter démentent. Il vaut mieux passer une journée sur les toits d'un Tchernobyl encore fumant que faire une après-midi patin à glace sur Europe. La surface est donc hostile, et même si le ciel jupitérien serait magnifique à observer, c'est en fait sous la glace que nous installerons nos petits igloos extraterrestres. Des bulles d'air bien au chaud avec de l'eau liquide à disposition. Pour l'énergie, on pourrait se contenter des courants océaniques, mais si on est gourmand, il y a un gros coup à jouer. Vous vous souvenez des radiations de Jupiter ? Eh bien, elles sont provoquées par son champ électromagnétique extrêmement puissant, tellement que Jupiter est entouré d'un tore de plasma. Devinez qui se trouve pile dans la trajectoire, la 4e lune, Io. Par contre, Io, pour toi, on oublie la terraformation. Des éruptions volcaniques visibles depuis l'espace, une surface parcourue d'éclairs à 400 000 volts et des radiations à 36 millions de microsieverts. En fait, toi, Io, on va t'utiliser comme la pile énergétique de notre colonisation. Malheureusement, beaucoup de scientifiques sont frileux à envoyer des missions sur ces lunes de glace, de peur de contaminer la possible vie qui s'y trouve déjà. Saturne-Titan, comment coloniser un océan d'essence ? Comme Jupiter, Saturne est une géante gazeuse impossible à coloniser. Comme Jupiter, c'est vers ces lunes qu'on va se tourner. Comme Jupiter, il y a des lunes avec de l'eau liquide cachée sous une surface de glace. Encelade particulièrement, qui fascine les scientifiques puisque l'eau liquide serait accessible sous même pas 10 mètres de glace. Pourtant, si on devait coloniser, on irait juste à côté, sur la 2e lune la plus massive du système solaire, Titan. Sur Titan, il y a une atmosphère aussi dense que sur Terre, des mers, des plages, des lacs et des rivières qui coulent. Bon, après c'est pas de l'eau, c'est des hydrocarbures. Du méthane, de l'éthane et de l'ammoniac sous forme liquide. Des gaz qui sur Terre seraient extrêmement inflammables et explosifs, mais sur Titan, aucun danger, vu qu'il n'y a pas d'oxygène. Son atmosphère est composée à plus de 98% de diazote. C'est pas respirable, mais ça permet une pression atmosphérique idéale, comme si on était 5 mètres sous l'eau. En plus, peu de radiation, donc pour sortir, tu mets ton short, tes tongs et une bouteille d'oxygène, et là t'es bien. Bon, ok, par contre faut pas être frileux, il fait moins 180 degrés. Ce qu'il y a de drôle sur cette planète, c'est qu'il y a une très faible gravité et en même temps une atmosphère très dense. C'est la seule lune où il y a ça, et c'est trop cool. Ça nous permettrait littéralement de voler. En battant un peu des mains, vous vous envoleriez comme dans les dessins animés. Mais si Titan intéresse, c'est pas pour faire des galipettes, c'est pour ses richesses en ressources naturelles. On la surnomme littéralement le golfe Persique du système solaire. Il y a les mers de combustible bien sûr, mais aussi une vaste quantité de deutérium et d'hélium-3, le combustible nous permettant d'alimenter la fusion nucléaire. Pour y vivre, il y a de l'eau en profondeur, de l'engrais un peu partout et de quoi faire de l'oxygène. Le seul souci, c'est donc le froid, et ça se règle avec de l'énergie qu'on trouve à profusion. Titan est tellement intéressant que certains scientifiques conseillent d'arrêter d'essayer de coloniser Mars et plutôt concentrer tous nos efforts là-bas. Parce que sur Mars, c'est un désert et une fois que tu as atterri, t'as pas d'énergie pour le retour. Un vol vers Mars, c'est un aller simple. Si un ravitaillement échoue, t'es fini. Ce n'est pas le cas sur Titan. Uranus, Neptune et au-delà, comment coloniser les confins du système solaire ? Quand on dit géante gazeuse, on pense Jupiter et Saturne. On oublie qu'Uranus et Neptune le sont aussi.
Des géantes glaciales, des vents apocalyptiques et une obscurité infinie. On est si loin du soleil qu'une année sur Uranus équivaut à 84 ans sur Terre. Tu peux vivre une vie entière sans connaître 2 fois un été uranien. C'est nul, hein? Pourtant, ces planètes intéressent. Dans le cas d'Uranus, on ferait du minage atmosphérique de méthane, de deutérium et d'hélium 3. Dans le cas de Neptune, c'est une lune qui intéresse Triton, qui aurait aussi un océan d'eau liquide sous la glace. Ça permettrait d'installer une base igloo comme sur Europe ou Encelade. Maintenant, si on va sur ces planètes, c'est pas pour retourner sur Terre, non. C'est pour se préparer à aller encore plus loin. L'humanité devra commencer à coloniser la ceinture de Kuiper, un immense champ d'astéroïdes et de ressources si vaste qu'il s'étend sur plus de 50 fois la distance Terre-Soleil. S'y trouve Pluton, une planète naine qui servira littéralement d'aire d'autoroute pour des voyages en dehors du système solaire. Nous y voilà, aux frontières de l'inconnu. Aller si loin n'aura pas servi à rien. Dans 4,5 milliards d'années, si nous sommes toujours là, le Soleil aura épuisé son hydrogène et sera des milliers de fois plus gros qu'aujourd'hui. La Terre sera carbonisée, alors que Pluton, elle, offrira un agréable 27 degrés Celsius. Peut-être le dernier monde habitable de notre système solaire. Alors, faut-il le faire? Faut-il envoyer l'humanité ailleurs qu'ici? Le monde est sceptique. Les tensions géopolitiques, sociales, ethniques, écologiques bouillonnent en nous l'envie de nous entretuer, pas d'aller vers les étoiles. C'est devenu un rêve critiqué, une lubie de milliardaires polluant et gaspillant les ressources. En 2004, la NASA avait un programme visant à installer une base lunaire occupée pour 2024. Barack Obama l'a annulé. L'Europe avait ce même projet, aujourd'hui oublié. La Chine, elle, maintient. Ça sera en 2030. Europe, Titan, Pluton, c'est peut-être grâce à eux que nous pourrons continuer l'Odyssée de l'espace.